Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix des parents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Flore, une maman originaire de la République dominicaine qui vit avec ses 2 enfants en France, une famille aux multiples cultures et ont des racines dominicaines, françaises et espagnoles. Dans l'épisode, nous allons parler de ce que signifie être maman à l'étranger, quitter son pays, élever ses enfants loin de sa famille, transmettre ses origines et construire une identité familiale entre plusieurs cultures. Merci beaucoup Flore d'avoir accepté notre invitation et de partager votre histoire avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très contente de pouvoir participer à cette podcast. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter votre arrivée en France? Bon, je me présente. Je suis Fleur. Comme déjà vous savez dit, je suis originaire de la République dominicaine, mais je suis venue ici en France en 2014. J'ai fait un master à l'école de commerce Montpellier Business School en 2014 et après je suis finie en 2016. J'ai travaillé au consulat de la République dominicaine à Marseille. Une fois que j'ai fini mes travaux là-bas, je suis partie en Espagne, vu que mon copain, il habitait là-bas. Il faisait ses études pour devenir kiné. On avait aussi les plannings au début de partir à la Guadeloupe. Mais le destin a changé et du coup, après le Covid, elle a fini ses études et on a décidé de venir ici. Par contre, dans cette période-là, j'ai tombé enceinte de mon premier bébé, Gaël. Elle a déjà 5 ans. Du coup, après ma fille, Maya, et ils sont devenus très proches, un an et demi d'écart. Donc, c'était un peu, c'était pas évident, c'était pas facile. Et on est retourné ici en France en 2023. Ma petite, elle avait que 3 mois. Et Gaël avait presque 2 ans. Et c'était chaud. Parce qu'en fait, quand on est venu ici, on n'était pas prête. On était venu en janvier. Il faisait beaucoup de vent. On connaissait personne avec des enfants. Parce on était autour des amis, mais tout en couple, sans enfants. Et c'était bien chaud. Allez. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en devenant maman loin de votre pays d'origine? Du coup, la coutume, je parle par rapport à la République dominicaine, on est très accompagnés. Et là, ta maman, ou ta grand-mère, ta sœur, ou même la voisine, qui vient toujours te donner un coup de main, et t'amène, et t'apporte les repas, ou ils vont t'aider pour nettoyer la maison, des trucs comme ça, parce qu'ils savent que devenir des mamans, au début, c'est pas facile, les bébés, ils sont très demandantes. Du coup, quand tu es toute seule avec ton mari, mais que lui, il fait ses études aussi, qu'il travaille, tu dois faire tout pour toi-même. Et c'était un peu difficile pour gérer tout ça. Et du coup, on avait encore la restriction du Covid. Et la famille à lui, il pouvait pas venir en Espagne, à Barcelone, chez nous, pour nous aider un peu. Et c'était un peu difficile, là, vraiment. À la République dominicaine, c'est ça. Bon, j'ai dépassé un peu la dépression post-partum parce que j'ai pensé beaucoup par rapport à ma famille, que tout ça que je peux avoir pour le trait là-bas et que j'ai pas eu ici. Donc, j'étais pas accompagnée. Heureusement que à Barcelone, comme on dit là-bas, les matrones, c'est la sage-femme. Ils t'accompagnaient beaucoup, elle t'aide entourage, des personnes aussi, des mamans comme toi. Mais c'est aussi un peu difficile pour faire la vie sociale, pour trouver des amis, parce que ils sont des mamans aussi, ils ont des trucs à faire, donc c'était un peu difficile. Franchement, je pense qu'après, ce qui fait qu'on devient plus fort, parce que c'est pas vraiment ton choix, mais si ça arrive comme ça, il faut y aller, vraiment. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la République dominicaine dans votre quotidien de maman? Vraiment, ce qui me manque, c'est ma maman. Ma maman, ma sœur. Vraiment parce que, comme j'ai dit auparavant, c'est le soutien. Mais surtout, pas pour t'aider, pour faire les ménages, pour les enfants, mais c'est aussi la compagnie. Et parfois, comme on dit les gens, on n'a pas les manuels pour savoir comment devenir papa. Mais toujours un bon conseil, et ça t'aide aussi pour gérer mieux les choses, surtout avec les enfants. Bon, ça me manque aussi. Ce qui me manque aussi, c'est que il y a une grosse différence de là-bas ici, c'est qu'on peut jouer toujours dans la rue. Il y a plus de liberté
Et ici, on doit toujours être enfermé, toujours faire attention dans la rue, tout ça. C'est pas que les enfants qui vont marcher dans la rue, dans la voiture et tout ça là-bas. Il y en a aussi. Mais il a plus de liberté. Il peut jouer avec les boissons, on se connaît tous. Et ici, j'habite en bâtiment, mais je connais pas tout le monde. Et ça manque aussi, par exemple, je me levais et mes voisins, ils sont devenus mes frères, on me comme ça. Même aujourd'hui, j'ai de bonnes relations avec eux comme si c'était quelqu'un de ta famille. Et aussi, tu peux avoir la confiance de laisser ton enfant à la boisson, même si c'est qu'habite à côté, c'est qu'habite en face, et tu n'auras jamais de soucis. Et tu peux aller faire en course, buffet, ou quel que soit, en rendez-vous médical, tu peux y aller, si c'est perso. Mais ici, c'est un peu difficile. Parce que, parfois, j'ai des rendez-vous médicaux, et quand moi, ici en France, aussi, c'est que, il a trop de vacances. Franchement, là, je peux plus, là, avec trop de vacances, en octobre. À Noël, ça va. Mais en février, on se récupère pas bien, et en avril, il y a encore. Donc là, parfois, j'ai eu des rendez-vous médicaux, et j'ai dû d'amener mes enfants aux salles. Même si je voulais être en privé, heureusement qu'il a les petits rideaux qui marquent, tu vois, la distance, mais c'est un peu difficile. C'est ça qui me manque. Je sais que la France, il t'apporte des nounous, des mots de garde parfois, mais on connaît personne. Et mes enfants, vu qu'ils sont plusieurs cultures, plusieurs langues, la petite, il commence à parler le français, elle apprend le catalan, mais c'est pas trop s'exprimer de ce qu'ils sentent en français. Et c'est pour ça que j'ai pas eu trop la confiance de la laisser avec quelqu'un. Avec Gaël, comme il a 5 ans, oui, il se débrouille, mais pas la petite. Et c'est ça aussi qui me manque, c'est la convivialité, pouvoir socialiser avec les gens autour de nous. Et vraiment, il y a trop grosse de différence par rapport à ça de la France, et c'est ça qui me manque aussi. Oui, quelque chose que moi j'ai pu apprendre parce que j'ai vécu en Amérique latine et en France beaucoup d'années. Je pense que c'est vraiment une histoire de culture parce qu'il y a vraiment une différence entre les Français et les Latino-Américains qui sont hyper chaleureux dans leur mode de Oui, vie. En fait, pour eux, c'est normal de recevoir même quelqu'un. Il y a même des gens, des voisins qui viennent, ils débarquent pour manger sans prévenir. Et le Latino-Américain va toujours être content de le recevoir, lui servir et tout. Et les Français, ils sont plus. Et c'est pas une critique, hein, moi, je pense, parce que non. j'ai grandi en France quand j'étais petite, donc j'ai vraiment eu la culture française quand je suis arrivée au Mexique, parce que j'étais déjà grande. Et j'ai été choquée par tout ce que je voyais au Mexique. Mais je pense que c'est vraiment un choc de culture parce que le français, il est plus réservé, il invite pas trop des gens chez eux, et la relation, elle est un peu, voilà, elle est carrée, enfin, avec les voisins, on se mélange pas trop. Trop Et limité. je pense que oui, c'est une question de culture et c'est vrai que à un moment, quand on connaît pas, bah, il y a un choc culturel. Et des fois, c'est un peu dur de le vivre, surtout en sachant on a ses racines ancrées encore très fortes en nous. Donc, je comprends la difficulté que tu as dû vivre, Flore. Oui. Comment gardez-vous vivantes vos racines et votre culture auprès de vos enfants? Alors, moi, surtout en tant que latino-américaine, caribéenne, surtout avec la musique, c'est qu'on commence par là, la danse aussi à la maison. Aussi, il y a les côtés gastronomiques. C'est vrai que, vu que mon mari est l'espagnol et on est proche de l'Espagne, de la coutume espagnole, je fais pas trop des plats de la République dominicaine, mais quand même, je les fais et parfois les enfants, ils adorent. Mais surtout quand ils vont là-bas, à la République dominicaine, et ils voient vraiment la différence entre les deux coutumes. Ils s'adaptent très bien. On essaye toujours de leur parler de la République dominicaine. On les montre des photos, on a des cartes des pays bon, de monde. Et là, ils signalaient toujours, là, c'est la République dominicaine, ma maman, il vient de là. Moi, en tant que son âge, j'essaie de lui transmettre petit à petit un peu de l'information de la coutume et de la culture. Mais c'est vrai qu'ils sont petits, on peut pas trop lui en parler par rapport à les drapeaux, par exemple, que j'ai à la maison. Je lui dis, tiens, les drapeaux de la République dominicaine, c'est les mêmes couleurs que la France, le bleu, les blanches et les rouges. Mais il y a des différentes façons, tu vois, mais ils sont trop petits pour bien comprendre les symboles et tout ça, les drapeaux. Et aussi, c'est que on fait, chez nous à la maison, on a des livres, on les raconte des histoires aussi de quand j'étais petit, par rapport qu'ils voient ce qu'on a vécu quand on était petit, comment ça s'est passé la vie à l'école aussi, et ici par rapport à ça, que c'est un peu différent aussi. Mais c'est vrai que comme on a déjà fait 2 voyages,
il commence à grandir et tout, et il pouvait voir un petit peu se rapprocher pour faire la différence entre la France, que c'est le pays où on habite, l'Espagne, qu'on va souvent là-bas chez la famille de mon mari, bon, ma famille aussi, à la République dominicaine quand on voyage. Mais surtout, on essaye de faire des vidéos, des appels vidéo, on dit comme ça, pour pouvoir se rapprocher à notre famille. Et c'est comme ça, après, quand ils grandissent, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de montrer des films un peu, pas historiques, pour pas rentrer trop dans l'histoire, mais aussi des films qu'ils puissent connaître un peu la coutume dominicaine, selon son âge, bien sûr. Bon, mais même chez nous, ça passe, parce que ça, c'est pas que ça passe pas, même au Mexique. Oui, ça passe beaucoup même. Euh, mais il a la méchanceté partout, tu vois, mais je sais pas si c'est que le temps, on évalue tellement que les gens sont devenus plus méchantes ou quoi. Je sais pas comment te dire. Mais vraiment, ça a passé, mais j'ai jamais eu de problème par rapport aux voisins ou les papas d'un ami, des trucs comme ça. J'ai jamais eu des cas comme ça, tu vois. Même chez nous, je sais pas si au Mexique ça passait pareil. Si tu faisais quelque chose mauvais, il disait à ton papa ou ton papa le donne les droits, même de te faire ça en PC, tu vois. Tellement que les parents, ils avaient de confiance, mais surtout aussi que chez nous, il y a trop les parents qui travaillent et on restait toujours avec la mamie ou les papis ou un voisin, tu vois, qui travaillait pas, qui fait les mots de garde quand on n'était pas à l'école. Oui, et après, enfin, là, pour revenir à ce que tu dis, ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'au Mexique, la violence, elle est très normalisée dans l'éducation. Et c'est quelque chose que je vois qu'en France, en France, c'est mal vu. En plus, il y a eu la loi là, en 2018 contre les violences éducatives ordinaires. Donc tout ça, ça fait que en France, quand tu vois un enfant qui se fait frapper, des fois, on intervient en fait. D'autres parents, d'autres personnes. Et au Mexique, non, au Mexique, c'est normal de frapper l'enfant, de le menacer. En fait, tout ce que ici on dit que c'est pas bien, au Mexique ou dans d'autres pays, j'imagine, similaires, Ouais, c'est un peu comme papa, ouais. ça en fait, parce que ils n'ont pas forcément d'informations sur les neurosciences, sur tout ça. Et du coup, ils font comme leur grand-père faisait, et voilà. Donc, très négatif de frapper un enfant. Il y a beaucoup de conséquences négatives, mais c'est vrai qu'au Mexique, c'est un peu plus normal. Et moi, c'est quelque chose qui m'a choquée quand je suis devenue maman au Mexique, parce que je lisais beaucoup de livres en français, d'éducation bienveillante, tout ça. Et en fait, je voyais qu'au Mexique, ils faisaient n'importe quoi avec leurs enfants, ils les menaçaient, moi, j'étais choquée. Moi, je comprenais pas, donc j'ai eu du mal un peu à respecter leur choix éducatif, parce que je me disais, enfin, c'est de la maltraitance et tout. Mais après, je me dis que c'est une autre culture, ils n'ont pas les mêmes informations, ils n'ont pas les mêmes ressources aussi. Ouais. Donc, c'est pas, enfin, je pense que c'est pas un mauvais point, enfin, ils le font pas de façon méchante, en fait, ils font juste ce que eux, ils ont appris. Ouais, et c'est Donc, qu'il n'y a pas trop d'éducation par rapport à ça, tu oui, vois. Ils vont pas faire des enquêtes, ils vont pas s'enseigner par rapport à comment ça se passe pour l'enfant. oui, Ils n'ont pas les moyens non plus. oui, Je sais que là-bas, il y a des parents qui deviennent oui, trop jeunes qui deviennent des parents et du oui, coup, ils doivent travailler pour ces enfants et pour la vie quotidienne. Donc, c'est pas facile. oui, Et parfois, ils n'ont même pas fini l'école. oui, Il y a les filles qui sont à l'école qui tombent enceintes oui, aussi. Ils sont trop jeunes. Au oui, Mexique, c'est pareil, non? oui, 16 ans, 15 ans, non? oui. Oui, Oui, bah moi, la grand-mère de mes enfants, elle a eu son fils à 15 ans. voilà. Donc, du coup, elle est hyper jeune, hein, elle a 40 ans, enfin 45 ans, et c'est la grand-mère. Alors que moi, ma mère, elle a 62 ans, donc il y a vraiment un décalage. Beaucoup. Et, euh, et en fait, aussi par rapport aux violences sexuelles, parce que c'est un sujet très important au Mexique, ça arrive beaucoup, mais c'est beaucoup normalisé aussi. Il y a beaucoup d'enfants, tu vois, de 12, 13 ans, qui sont avec des 18, 19 ans, et pour eux, c'est normal, ils le voient pas mal. Donc en fait, il y a beaucoup, et d'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a une liste qui est sortie de toutes les grossesses précoces qui sont arrivées. Et il y avait des filles de 12 ans avec des Ouais. vieux de 60 ans dans la Ah liste. ouais? Et ouais, et c'est une liste qui s'est fait virale sur les réseaux parce qu'ils disaient, mais c'est n'importe quoi. C'était toujours dans des États isolés, loin de la ville de Mexico, dans des États où bah, justement les gens ils savent pas. Enfin, c'est des petits Village, villages où campagne. les filles elles n'ont pas d'éducation sexuelle, elles savent pas, voilà, elles apprennent de cette façon et les prédateurs bah, ils profitent de cette normalisation de la sexualité à très jeune âge et du coup il y a des grossesses de oui, bah, y a des ados de 12 ans qui tombent enceintes au Mexique. Chez C'est nous, il y quelque a des chose. cas aussi, hein.
Mais je sais, bon, là, ça fait longtemps que j'habitais pas là-bas, mais on a déjà entendu par rapport à ça. Oui. Ouais. Donc ça arrive quand même, mais c'est juste que je pense que c'est différent. Parce qu'en plus, le Mexique, c'est un pays hyper dangereux, donc il y a des narcos dans les Oui. rues avec des armes. C'est pas du tout la même violence que tu as ici. Enfin, au Mexique, tu peux même pas marcher tout seul, parce que tu peux te faire prendre avec une arme dans le cou et menacer. Moi, j'ai connu une fille qui s'était faite torturer pour avoir son code de carte bleue, menacée horrible. Enfin, c'est vraiment une violence extrême comparée en France où on te vole dans le Oui. métro. Voilà quoi, Ça n'a rien à enfin, voir. oui. Donc, enfin, même au Mexique, tu ne peux même pas être dans ta voiture, en fait, parce que au feu rouge, tu te fais agresser et on te fait descendre et Et on te prend voler. la voiture. Donc, même des gens qui ont de l'argent ont peur d'avoir une voiture qui est De luxe. belle, en fait, de Ouais. luxe, parce qu'ils se disent, mais non, mais je vais me faire voler. Donc, en fait, c'est dangereux même de conduire. En fait, tout est dangereux au Mexique. Vraiment, il y a beaucoup de dangers. Mais pourtant, les gens, ils perdent pas la confiance dans leur famille. Après, peut-être qu'il y a des violences voilà, entre les familles, des violences sexuelles et tout, parce qu'on sait que 80% des agresseurs sont proches de la famille. Et au Mexique, je sais que c'est le cas aussi, parce que j'ai fait des formations sur ça, mais on en parle moins en tout cas. Oui. C'est ça le dommage. Et après, il y a beaucoup aussi de problèmes de drogue, tout ça, je pense justement par rapport au fait que les gens ne parlent pas. Parce qu'après, quelque chose qu'on sait en Amérique latine, en tout cas au Mexique, c'est que la police, elle ne fait pas grand-chose et que les enfants ou les personnes ne portent pas plainte en fait parce que ça sert à rien. Parce que si nous on Hypothèse. se plaint des plaintes sans suite, bah, au Mexique il y en a énormément et on ne sait pas en fait. Il y a même des femmes qui se font tuer et c'est vraiment voilà quelque chose qui se fait dans le pays entier. Ils n'arrêtent pas d'en parler parce qu'on retrouve son corps et tout et on ne sait pas c'est qui l'a tué. Après 10 ans on ne sait pas. Et il y a énormément de femmes, d'adolescents ou d'adultes qui sont disparus. D'ailleurs, là, pour la Coupe du Oui. Monde, ça s'est fait un truc de fou. Ah Parce ouais? qu'en fait, oui, parce que je sais pas si tu as vu sur les réseaux, Non. tout le monde était hyper content pour la Coupe du Monde et tout. Et il y a beaucoup de mamans de personnes disparues qui sont débarquées avec des photos de leur enfant en disant mais moi je cherche mon fils et tout, pourquoi vous mettez tout pour la Coupe du Monde parce que le Mexique ils ont tout fait pour la Coupe du Monde, ils ont refait les métros et tout parce que Ah ouais, quand même. physiquement c'était pas beau pour les Pour les étrangers, étrangers. donc ils ont tout refait très beau et tout, un peu comme si c'était le château de Versailles. Et en fait tous ces moyens ils les mettent pas pour aller chercher leurs enfants, donc il y a des mamans qui ont organisé une association qui s'appelle les mamans rechercheuses de leurs enfants et dans les déserts du nord du Mexique, elles recherchent leurs enfants. Et donc, il y a des mamans qui ont retrouvé des ossements similaires avec, parce que ça date, donc c'est avec des restes de vêtements et tout. Elles ont réussi à faire des tests ADN, mais elles, avec leurs propres moyens, parce que la justice ne fait rien. Et elles ont pu savoir que cet ossement, ça fait partie de leur enfant. Mais ils sont éparpillés. Donc, oui, c'est une catastrophe aussi au Mexique par rapport à ça, parce que la justice, elle ne nous aide pas. Donc, je pense que les gens aussi ne portent pas plainte. Mais que tu portes plainte après la personne, l'agresseur, il paye, il sort. Oui, voilà. C'est ça le problème. Il cherche un avocat, il paye au juge, il paye à l'avocat, il sort. Et Oui, c'est donc toujours pareil. le système judiciaire là-bas, il n'est pas très efficace comparé à ici. Je pense que dans toute la latino-américaine. Oui, C'est pas qu'au Mexique, c'est à la République dominicaine, c'est à Nicaragua, c'est à oui. Salvador, voilà. Mm. C'est pas tout là. Donc en fait, je pense que ça joue aussi sur le fait que voilà, enfin, les gens ils savent qu'ils ne font pas grand-chose et du coup il n'y a pas de plainte. Mais en famille, ils font toujours confiance en fait. Il y a toujours cette confiance entre la famille, les voisins et tout. Je pense qu'après, les gens ils se disent mais ça sert à rien de vivre avec la peur que ça arrive quelque chose parce qu'en fait sinon je vis plus. Et eux Ouais. ils sont chaleureux. En fait je pense que les Latino-Américains vivent aussi du fait d'être chaleureux avec l'autre. Ils ont vraiment besoin de la présence de l'autre tout le temps en fait. Et ici on est un peu habitué à être seul et tout, à pas demander de l'aide aux autres. Mais là-bas c'est vraiment ils ont besoin de la famille et tout. Même s'il y a des différences entre familles, on va toujours les voir se réconcilier. Alors que moi, ici en France, j'ai vu des gens qui se parlent plus avec leur mère depuis des années et il n'y a pas de problème. Ça leur affecte pas. Mais là-bas, oui, parce que c'est quand même la famille, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Ils grandissent avec cette notion-là et du coup, c'est dur, en fait, de dire non, on coupe le contact, on reçoit personne et tout. Donc, je pense que même avec les dangers qu'il y a et tout, parce que les gens, bah, ils le savent, hein, ils doivent quand même avoir cet amour pour la famille
les voisins, Oui, enfin la présence des gens en fait. oui, c'est vrai. Y a-t-il des différences dans l'éducation des enfants entre la République dominicaine, l'Espagne et la France qui vous ont surprise, hein? Bon, vraiment, comment je pouvais dire, quand j'étais à l'école là-bas, c'était que me-time. C'est-à-dire, soit on va à l'école au matin, soit on va dans l'après-midi, ou quand on fait les bachelors, on les fait au soir, comme je l'ai fait aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens des jeunes qui travaillent pendant la journée, ils vont finir l'école, les bachelors, à la nuit. Comme j'ai fait mes dernières années. Ça ici, ça passe pas. Donc, je vois beaucoup d'élèves, même en Espagne, qui va à l'école à la nuit, c'est pendant la journée. Et aussi que c'était toute la journée entière. Et pas chez nous. Bon, il y en a des écoles qu'on appelle polytechniques, c'est-à-dire qu'après, ils deviennent avec une petite spécialité, soit l'informatique, c'est des musiciens, mais ils sont pas tous les corps, les écoles, pardon, qui sont les mêmes systèmes. Donc là, quand j'ai fait mes études là-bas, bon, il faut raconter que j'ai déjà 39 ans, donc l'échange, l'éducation, tout ça change. Mais quand je me souviens à l'école que mes premières années, j'étais au matin à l'école et après je suis passée à l'après-midi et pour finir le bachelor au soir. Mais toujours, parfois, on avait le choix, soit on le fait dans l'après-midi si on ne travaillait pas, ou c'est au soir si on travaille. Parce que je sais qu'ici en France, c'est différent par rapport à l'Espagne. Mais vous pouvez travailler dans un bureau, par exemple. Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans à peu près. Mais il y a même des enfants ou des filles et des garçons qui travaillent depuis 16 ans ou 15 ans, ça dépend. Ça dépend ce qu'ils ont besoin, ou ça dépend les moyens aussi de sa famille. Mais entre guillemets, bon, dans mon temps, si tu finissais ton école sans travailler, c'est-à-dire des premières, parce que c'est différent jusqu'à les bachelors, sans travailler, c'était un luxe. Et pas tout le monde peut dire ça. Même aujourd'hui, il y a des enfants que, dans ces moments-là, qui doivent travailler pour finir l'école. Soit pour aider dans la maison aux parents, ou soit pour eux-mêmes. Mais c'est pas comme ici. Parce qu'ici, je sais qu'il est en Espagne aussi, qu'il y a des travails étudiants, soi-disant, qu'ils font des mi-temps, qui gardent des enfants, ou qu'ils font des petits trucs. Mais pas des travails comme un adulte. Et là, c'est un peu différent. Est-ce que tu peux raconter un petit peu par rapport au Mexique pour si ça passe comme ça ou pas, toi? Oui, donc au Mexique, c'est pareil, c'est la mi-temps. En fait, il y Oui, a la tournée un peu comme quand tu travailles, la tournée du matin et la tournée du soir, après-midi, soir. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a surprise parce que moi, mon fils, bon, même s'il était en école française à Mexico, il respectait quand même un peu les règles mexicaines. Donc lui, il faisait l'école de 9 heures à 14 heures et après, il n'y avait plus d'école. mm, Et après, la cantine, c'était à part, tout ça. Mais s'il mangeait à la cantine, il finissait vers 15 heures, 16 heures. Mais en fait, ça finissait à 14 heures. Et dans les autres écoles, c'est pareil. C'est le matin et l'après-midi. Donc, il y a même des enfants, parce que moi, je sais, je parlais avec des Mexicains, qui ont été dans les mêmes cours, mais ils étaient pas dans le même horaire. Donc, du coup, ils se croisaient pas, en fait. Donc, ça ils se passe beaucoup. connaissaient pas parce qu'en fait, ils étaient dans le même cours avec les mêmes maîtres, mais ils étaient pas dans le même horaire. Donc, c'est vraiment deux horaires différents. Ça s'adapte. Je sais pas, en fait, c'est par rapport à quoi que ça s'adapte autant. Je sais qu'après à l'université, ça s'adapte aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour payer leur université. Oui, Ici, il y a beaucoup d'options pour les étudiants. Hein. Ils peuvent faire des prêts, tout ça. Ils peuvent. Mais au Mexique, et en plus ici, la fac, elle est gratuite, elle est de bonne qualité. Au Mexique, les facs, généralement, faut payer pour avoir une bonne fac et tout. Je sais pas. Oui. oui, oui. Bon, je savais pas, mais en tout cas, au Mexique, il y a beaucoup de gens qui doivent travailler pour payer leurs études, donc il y a beaucoup d'universités qui reçoivent le samedi ou le soir, justement pour permettre à l'élève aussi de travailler. Et quoi d'autre comme différence, j'ai noté, bah après je sais pas si c'est en République dominicaine, c'est pareil, mais au Mexique, il y a des uniformes dans Oui, oui, presque il y toutes en a les aussi. écoles. Oui, il y en a. Et dans l'école, par exemple, française de mon fils, il y avait aussi des uniformes, même si c'est une école française, parce qu'ils étaient quand même un peu dans l'ambiance mexicaine. Et ça, c'est quelque chose de normal. Ils ont leur uniforme pour filles, pour garçons différents, et selon l'école, ça change. Oui, Ou alors les uniformes de public, c'est toujours pareil. C'est les mêmes uniformes au ouais. Mexique. Dans toute l'école, hein, il faut Oui, raconter ça, il faut remarquer ça, que dans toutes les corps publics, c'est les oui, mêmes qui doivent porter, soit par rapport à mon cas, soit les filles dans l'après-midi, elles vont porter des jupes,
Oui, Et au soir, tu pouvais porter des pantalons. oui, Mais toujours avec les mêmes couleurs oui, qu'il fallait porter ça. oui. Ouais. Et aussi quelque chose que j'ai remarqué, mais ça c'est après parce que moi j'ai fait la fac au Mexique, c'est le niveau mexicain, il est beaucoup plus bas comme Oui, le niveau ça c'est. français. Parce que moi, par exemple, donc j'étudiais en ligne parce que j'étais maman et tout, mais je faisais ma licence en communication. Moi, j'avais l'option de voir les travaux des autres élèves en fait dans la plateforme. Et quand je regardais ce que eux ils envoyaient, mais moi j'étais choquée parce qu'en fait ils savaient pas écrire. Enfin, il y avait vraiment des grosses erreurs d'orthographie et moi je me disais mais c'est pas possible parce que c'est des élèves en niveau master, donc comment ils peuvent faire des erreurs aussi grandes. Enfin, en France, Oui. c'est très strict le niveau. Et je pense que les étudiants, ils ont pas la même. Voilà, c'est très strict le niveau académique en France comparé au Mexique. Donc voilà. Ouais, moi, je peux rajouter par rapport à ces questions-là, mais dans mon cas, en tant qu'étudiante ici à Montpellier Business School, et c'était que vraiment là, bon, j'avais étudié à l'Alliance française à Saint-Domingue, pour apprendre le français aussi à l'université. Et quand je suis venue ici, vraiment, j'ai dit, oh là là, je pouvais même pas avoir une conversation vraiment avec d'autres étudiants. Parfois, j'ai eu du mal. C'est-à-dire au téléphone. Quand c'était face à face, on se comprenait, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même niveau. C'est pas, je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas trop de ressources par rapport à ça. C'est vrai que tout le gouvernement doit faire beaucoup d'investissements par rapport à l'éducation, bon, la bonne éducation. Là-bas, c'est un luxe pouvoir étudier dans une école privée. Et là, ça se voit vraiment les niveaux entre un enfant qui étudie dans une école publique par rapport à ça qui étudie dans une école privée. Et ça, on peut le noter aussi. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire une comparaison de l'Europe par rapport aux écoles de Latine-Amérique. C'est pas pareil. Malheureusement, c'est pas pareil. Et quelque chose que j'ai remarqué, mais là c'est juste que j'ai remarqué quand j'ai vécu ici à Perpignan, c'est que ici on a les cahiers et tout, c'est l'école qui Oui, nous les fournit pour les enfants. Et moi, au Mexique, je devais tout payer et des fois, je payais des plus de 100 euros moi aussi. de, de fourniture scolaire, en fait. Au Mexique, c'est hyper cher et il faut tout payer. Et Yes. ici, l'État donne certaines choses aux enfants. Donc, du coup, les fournitures scolaires, les gens payent presque rien. Mais moi, au Mexique, je devais payer bah oui, presque plus de 100 euros, en fait. Ouais. Moi, c'est que quand j'étais soit le matin, soit dans l'après-midi, c'est qu'on a eu gratuit, vraiment, c'était parfois les livres, mais même comme ça, on devait acheter plus cher. Tous les cahiers, les stylos, tout ça, on devait emporter. Mais ce qui était que gratuit, c'était les goûters, par contre. Oui. Mais que ça, franchement, là. Mais après, on n'a pas. Ah, aussi, il faut remarquer, là-bas, il n'y a aucune aide aux Oui. parents pour l'éducation des enfants. Ah oui. Ah oui, mais ça, il n'y a pas du tout d'aide, même économique, comme ici Même on voit, CAF, la CAF et tout, il n'y a et pas au il n'y Mexique. a rien du Oui. tout chez nous. Oui, il n'y a pas d'aide. Et quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'au Mexique, par exemple, dans la récré, il y a des distributeurs de boissons, de Oui, bonbons, tout ça. oui, Et les enfants, mais même il y a des petites boutiques et tout à l'intérieur de l'école. Donc les enfants emmènent leur argent à la récré pour payer pour s'acheter quelque chose. Et ici, bon après, ouais, d'après ce ça que je oui. sais, c'est qu'il y a une loi contre l'obésité, donc il n'y a pas de sucrerie ni rien dans l'école. Il n'y a pas de vente, mais les enfants ne peuvent pas ramener de l'argent comme ça pour s'acheter des trucs. Non, au Mexique, si, il y a leur distribution de boissons qui peuvent Ouais. s'acheter un soda, Oui, chez nous aussi. des bonbons à l'école. Et Des c'est biscuits, normal, oui. des Et gâteaux, oui. faut emmener de l'argent tous les jours. Ouais, c'est vrai. On n'a pas vraiment l'habitude d'emporter les goûters chez Oui, nous. On nous donne l'argent et on achète oui, là-bas sur place. Oui, c'est oui, vrai, ça aussi. Bon, on voit qu'il y a trop de similitudes par rapport oui, au Mexique ouais, chez nous. oui, J'imagine que d'autres pays aussi de Latine-Amérique, ça sera pareil. oui. Ouais. Avez-vous parfois ressenti de la solitude ou un manque de soutien familial en vivant votre maternité à l'étranger? Oui, oui, oui. Vraiment, je peux te dire que si c'est pas tous les jours qui me manquent, ça sera moi un jour sur deux, franchement. Mais aussi, c'est vrai que j'ai pu remarquer la différence quand je suis venue ici en France en 2014. J'étais étudiante, j'étais sur mon compte. C'est vrai que bon, c'était un nouvel pays, un nouvel coutume et tout ça. Heureusement que j'ai tombé sur une belle famille avec laquelle j'ai vécu, une famille française. Ils sont devenus mon maman et mon papa.
C'est-à-dire que j'ai pas eu trop la manque de mes parents dans ce moment-là. Ils m'ont beaucoup soutenu, surtout mon mari, quand il était mon fiancé dans ces moments-là, et vraiment, j'étais soutenue. Par contre, c'est pas pareil quand tu es étudiante, quand tu es jeune, après que tu deviens maman. C'est pas facile. Et comme je vous disais tout à l'heure, et pour moi, c'était un peu dur. Et aussi, ça qui m'a pas aidé beaucoup, c'était le Covid. Parce qu'il y avait beaucoup de restrictions, et ça m'a pas aidé, pour avoir le soutien familial. Mais quand je suis venue en France, ici à Perpignan, la famille avec laquelle j'ai vécu à Montpellier, ils sont déjà trop vieux. Ils sont papy et mamie, là, plus de 80 ans, tous les deux. Donc, si, je pouvais pas avoir son soutien à moi. Mais, vraiment, oui, ça me manque. Ça me manque un peu la coutume, tout ça, oui, vraiment, ça me manque. Quelles sont les plus belles choses que cette expérience de maman expatriée vous a apporté? Bon, vraiment, je peux dire que par rapport à ça, c'était la découverte. On doit se découvrir parce qu'on ne savait pas vraiment la force qu'on a comme, en tant que femme, en tant que mère, et surtout avoir la résilience parce que c'est comme en bataille. Quand tu n'as pas de soutien, je me sentis comme un soldat en bataille, quoi, dans la guerre, que je devais vraiment m'en sortir pour moi-même et aussi quand j'ai eu le soutien de mon mari et de sa famille aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que j'ai pas eu le soutien de mon mari, il était là avec moi, mais c'est juste que si il fait ses études, elle était à la fin et c'était un peu chaud pour tous les deux. Il y avait beaucoup de restrictions, donc c'était un peu compliqué pour embaucher quelqu'un de venir à la maison et quelqu'un que tu connaissais pas avec un petit bébé. C'était compliqué à gérer, vraiment, là. Mais j'ai eu beaucoup de la résilience. J'ai pu m'en sortir et ça m'a aidé aussi pour aider beaucoup de mamans autour de moi. Moi, je me demande même pas si ce sont des ressources ou pas. Et tout ça, de l'expérience que j'ai eue, que j'ai vécue, je peux l'aider pour s'en sortir. Et pour l'aider, si je vois vraiment qu'ils ont besoin de quelque chose, des informations, des conseils que je peux lui donner. Et je veux pas que cette maman-là passe les mêmes que moi. Comme je vous disais, j'ai eu un peu la dépression quand je suis venue ici en France avec ma petite de 3 ans. On était venu en janvier, toute l'école et les rentrées s'est déjà passées en septembre. Mon fils, oui, il était inscrit à Barcelone. Mais comme on m'a dit, elle est devenue kiné, elle devait prendre sa place. On a déménagé avec lui parce que je ne pouvais pas rester en Espagne avec tous les deux petits-enfants là-bas. Vu que la famille à nous habite à Burgos. Donc, c'est trop loin de Barcelone. Je ne sais pas si vous avez une idée pour les parents qui ne connaissent pas trop l'Espagne. Mais c'était un peu difficile. Et pour nous, et on était venus ici, on connaissait pas de parents, de célèbres. Parfois, on était dans un parc. Il n'y avait personne. Sauf un femme malade. Et moi, je demandais tout le monde que je connaissais de me renseigner par rapport aux enfants. Mon mari aussi, il a fait beaucoup de enquêtes. À la fin, on a trouvé une petite école qu'il avait en place pour mon fils. Une école anglaise ici à Perpignan. Il était là-bas et c'est ça aussi qui m'a donné un peu l'équilibre pour pouvoir trouver, comment dirais-je, pour me mettre en place parce que j'étais pas bien avec la dépression post-partum. Ici, le climat, ça m'a pas aidé. Il a fait tellement de vent, de froid et tout ça. Et surtout dans les quartiers qu'on habitait à la Lunette, il n'y a pas les grands trottoirs. Donc, la poussette, je devais toujours me décaler dans la rue là. Avec, bon, ma petite dans la poussette très longtemps, un peu machin là, c'est un peu chaud, mais bon, on y est arrivé. Mais ce que je peux vous dire à la fin, c'est que je suis une femme que je peux dire que j'ai eu beaucoup de la résilience, mais surtout que j'ai de l'amour. Je suis très ouverte pour aider les autres mamans pour ne pas passer les mêmes que moi. Ce que je fais chaque fois que je connais parfois des mamans qui viennent de l'Espagne, j'essaie de les enseigner par rapport à la crèche, à la make-up, ou ça des éléments quand ils ont besoin de quel que soit. Franchement, là, vu que je travaille pas dans cet instant-là, que j'ai fait des petites formations, c'est-à-dire que j'ai un peu de temps libre pour aider des autres mamans qui en ont besoin. Non, mais si c'est pour inscrire son enfant à la cantine, quoi, et qu'il a besoin d'un traducteur pour lui aider, pour faire la démarche, je suis
d'autres choses, même si vous dites, ah, mais c'est un peu bête pour les remplir des documents administratifs et tout ça, même si vous m'entendez un peu mon accent, mais quand même, je sais qu'il mieux le français par rapport à ce que je parle. Donc là, je peux l'aider, franchement. C'est ça que je peux dire que c'est la richesse d'être maman à l'étranger, de pouvoir aider aux autres. Quel conseil donneriez-vous à une maman qui vient d'arriver dans un nouveau pays avec ses enfants? Bon, le conseil que je peux lui donner, c'est de n'être pas très timide. Il faut demander à tout le monde autour de vous, que c'est jamais, parce que vraiment, en tant qu'étranger, chaque pays a son système, et vous devez pas faire des comparaisons par rapport au pays d'où vous venez. Parfois ça ressemble, parfois ça se ressemble pas. Donc il fallait demander, même si il faut amener les enfants au parc pour pouvoir socialiser, pour avoir des amis. Aussi, ce qu'on a fait, c'était qu'on a amené les enfants, on s'est rapproché à l'officine de tourisme. Et là, ils nous ont donné l'adresse de la médiathèque. Et c'est là où on pouvait faire des activités avec les enfants, mais aussi connaître d'autres parents. Et c'est ça, c'est rapproché auprès des organismes qui apportent les pays, parce que bon, oui, il y a beaucoup de mamans qui peuvent venir en France, mais ça peut être des mamans qui vont partir en Espagne et qui décident des mamans qui peuvent partir à l'Amérique latine ou quel que soit. Donc, je vais pas gros parler que des femmes qui viennent ici en France. Ça peut être aussi des mamans françaises qui vont partir à l'étranger. Donc, il faut toujours demander, toujours se rapprocher des organismes qui puissent vous informer par rapport à l'éducation des enfants, pour socialiser ou quel que soit. C'est ça mon conseil que je peux donner à une maman. Il faut pas être très timide sur tout ça. Si vous pouviez transmettre un seul message à vos enfants sur leurs différentes origines, quel serait-il? Qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils profitent de la vie, que s'ils sont en France, qu'ils se sentent français, qu'ils sont en Espagne, qu'ils se sentent espagnols, et qu'ils se sont en République dominicaine, qu'ils se sentent caribéens. Vu que on essaie, mon mari et moi, de maintenir la culture de notre pays d'origine, moi, si je suis en France, je vais être les plus proches comme on devient les Français. Si je suis en Espagne, je deviens en espagnol. Et si je suis chez moi, je suis chez moi à la République dominicaine. C'est ça les conseils que je peux donner à mes enfants, qu'il faut profiter de la vie, qu'il faut toujours apprendre des autres, respecter surtout quand ils sont dans un lieu qu'ils connaissaient pas. Vu qu'il y a des trop différences culturelles ou quel que soit, qu'ils pouvoir s'adapter, mais surtout que profiter de la vie. C'est ça. Qu'est-ce que se sentir chez soi signifie pour vous aujourd'hui? Bon, je suis pas Jules Verne, ce qui fait le voyage autour du monde, mais par contre, ce que j'ai appris ici de la France, bon, la différence entre habiter à Montpellier et habiter à Perpignan en tant que maman, c'est que on doit être toujours contente et présente avec la tête, l'âme et le corps où on est. On peut pas toujours faire des comparaisons. Ah oui, parce que chez moi, la République dominicaine, il fait ça, ou il fait beau, ici, il fait pas très beau. En Espagne aussi, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent, que c'est différent par rapport d'un pays à l'autre. La culture espagnole, c'est trop vivant, c'est trop la joie, même les Français le disent. C'est ça que je peux vous dire. Je me sens ici, là vraiment, je me sens chez moi. Parce que au début, quand on était venu, on avait une maison là-bas en Espagne, à Barcelone, et on partait toujours parce on n'a senti pas ici Perpignan comme notre maison. On n'avait pas des amis, on n'avait rien. Et petit à petit, dans les années, vraiment, et vu que les enfants ils sont déjà à l'école, ma petite elle était à la garderie et tout ça, on connaît des mondes, on s'est fait des amis, et ça fait te sentir chez toi. Parce que tu as qui, tu as des amis, tu as un bon entourage avec toi, et tu connais déjà la coutume française et tout ça. Je pense que ça va te sentir pleine, que tu fais pas de comparaison de pas une autre, et que ça peut être, je sais pas si on dit comme ça en français, mais à filmer les pieds sur terre. Et tu dis, oui, je suis ici, je suis dominicaine, je suis espagnole aussi, mais je suis en France et je dois m'habituer, m'adapter ici en français, et c'est pas mal non plus. C'est pas une mauvaise expérience. Je pense qu'il faut pas non plus avoir peur de bouger. Il faut faire les petits tours du monde comme joueur, même si c'est d'un pays à l'autre. Mais il faut pas avoir peur. Et sentir chez soi, il faut juste garder ton identité, savoir qui tu es. Moi, je me sens dominicaine, toujours. Je me sens espagnole et je me sens aussi française.
que j'habite ici. C'est bon? Et moi, c'est un peu différent la situation parce que moi, en fait, j'ai les deux nationalités. J'ai été, mon père mexicain et ma mère française. Et j'ai grandi en France toute ma vie. Et toute ma vie, je me sentais pas à ma place. Je m'identifiais pas avec la culture française. Beaucoup de fois, je me sentis même en souffrance quand j'étais jeune. Et je disais tout le temps, c'est de la faute parce que je vis pas au Mexique. Je voudrais connaître mon pays parce que je le connaissais pas. Hein. Je savais, enfin, mon père est mexicain, mais je savais pas en fait comment était le Mexique, donc j'avais toujours eu cette envie de partir au Mexique pour connaître mes origines et pour connaître aussi ma souffrance, parce que moi j'avais quand même une souffrance quand j'ai grandi, je me sentais pas à ma place. En fait, c'est difficile quand tu grandis entre deux cultures parce que c'est comme si tu étais assis entre deux chaises. C'est pas Ouais. stable. Moi, j'ai toujours grandi et on me disait toujours, parce que j'avais un physique qui n'était pas français, donc on me disait, tu viens d'où? Je disais, bah, je suis française parce que j'ai grandi ici, mais en même temps, j'étais mexicaine, donc je disais, j'étais mexicaine, on me disait toujours la mexicaine. Et donc après, quand j'ai décidé de partir au Mexique à 19 ans pour la première fois, bon, j'avais déjà voyagé là-bas, mais je connaissais pas forcément. Je suis partie à 19 ans pour vraiment connaître mon pays, le pays de mon père. J'étais la française pour les Mexicains. Donc en fait, j'ai toujours été entre les deux pays. Et quand j'étais dans l'un, on me disait que je venais de l'autre. Et quand j'étais dans l'autre, on me disait que je venais de l'un. Donc ça, c'était pour moi difficile parce que j'arrivais pas à m'identifier vraiment de quel pays j'étais. Et j'ai eu le choc culturel, comme tout Français, quand je suis arrivée au Mexique. Moi, je comprenais pas beaucoup de choses que je voyais au Mexique, mais vraiment qui m'ont traumatisée, hein, parce que on voyait la pauvreté des enfants Oui. dans la rue, presque avec des vêtements Abîmé. troués, sales, vraiment, mais comme si c'était un SDF, mais enfant quoi. Des enfants qui vendent des chewing-gums Oui. au feu rouge, des gens qui demandent énormément d'argent, mais partout, mais dans le métro, quelque chose qui m'avait choqué, c'était un monsieur qui était en train de se mutiler pour demander de l'argent. Donc en fait, il ouvrait un tissu avec des verres cassés de bouteilles et il se couchait sur les verres et il se faisait des entailles sur le corps Ouais. parce qu'il était torse nu et c'est quelque chose au Mexique que beaucoup de gens font pour demander de l'argent. Et moi, en étant dans le métro là où il y a des enfants, moi ça m'avait choqué. Je me suis dit mais en France jamais de la vie on fait ça. Donc beaucoup de choses en fait qui m'ont choqué que je comprenais pas. Après j'ai vécu 8 ans au Mexique, donc au final après j'ai été maman et tout, donc j'ai compris. Hein. Après, j'étais vraiment ancrée dans une famille mexicaine parce que j'ai vécu les premiers mois de ma grossesse dans la famille du père de mes enfants. Donc là, j'étais vraiment full time avec eux et j'ai dû apprendre vraiment les codes Oui. des familles mexicaines. Maintenant, je m'identifie vraiment très mexicaine. Mais en même temps, quand j'étais au Mexique, je souffrais parce que je me sens beaucoup française aussi. Je lisais beaucoup de livres en français, je regarde des émissions françaises, des séries françaises depuis que je suis petite. Donc en fait, j'ai toujours été voilà dans ce mood-là de pas être à ma place dans aucun des deux pays. Et au final, donc pour revenir à la question, qu'est-ce qui me fait me sentir chez moi là avec le recul et en ayant une adulte, enfin en étant une adulte, voilà avec l'âge, même si je suis pas vieille, la maturité aussi émotionnelle, c'est que je me sens chez moi, là où sont mes enfants, où est ma Oui. famille, parce qu'au final, j'ai tellement voyagé dans ma vie, tellement déménagé, même en vivant en France, j'ai déménagé plein de fois, j'ai vécu à Dijon, à Versailles, à Paris, à Toulon, enfin j'ai vécu vraiment dans beaucoup de villes. Donc au final, je pense que le chez soi, c'est pas de façon géographique, c'est pas un endroit spécifique, sinon là où tu te sens à l'aise. Tout à fait. Et là, moi, en étant maman, là où sont mes enfants, et voilà, parce que même si mon frère vit au Mexique, enfin, je suis éloignée de toute ma famille. Donc c'est là où sont mes enfants, ce sera chez moi, voilà, pour l'instant, parce qu'après ils vont grandir, ils vont partir, ça se modifie en fait, le chez soi, ça se modifie tout au long de ta vie en fait. Ouais. Ce que je voulais dire par rapport à ça, pour rajouter, c'est que moi, je suis venue en France, j'avais 27 ans. Donc, j'ai pas les mêmes problèmes à toi parce que j'avais déjà mon identité en tant que caribéenne et en tant que dominicaine. Oui. Et c'est pas pareil que quand tu viens trop jeune et que Oui. tu sais pas qui tu, bon, moitié de nationalité comme toi, mexicaine, moitié française. Donc, non. C'est vrai qu'après, j'ai eu la nationalité espagnole, il n'y a pas longtemps. Mais toujours quand tu gardes ton identité en tant que dominicain, parce que tes parents ils sont de là-bas, tu n'as pas la double nationalité, donc ça change. Même comme ça, j'ai eu de la curiosité. C'est pour ça que j'ai fait des études de langue, parce que j'aimerais bien de connaître d'autres cultures, d'autres coutumes. Et quand j'ai tombé pour travailler dans la chambre de commerce franco-dominicaine, c'était là où vraiment j'ai eu l'ouverture, et là j'ai tombé amoureuse de la France.
Mais aussi après, j'ai découvert, plusieurs années, plusieurs années, c'était que ma arrière-grand-mère, elle était française. Donc à la fin, c'est-à-dire que moi, dans mon sang, dans mon arrière, bon, la mamie de mon papa, elle était française. Et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé la couture, mais la couture française. Donc j'étais plus rapprochée sans me rendre compte. Mais c'est justement le destin qui m'a amenée ici en France. Même si c'est, bon, ça fait longtemps déjà, ça date de 1900. On n'a pas vraiment des documents qui puissent, qu'on puisse attester vraiment, mais mon papa et mon oncle, ils me racontent beaucoup d'expériences ou des histoires par rapport à sa mamie. Donc là, vraiment, ça peut me certifier vraiment que je deviens un peu, tu vois, avec la culture française et des dessins françaises plutôt. Vraiment, je peux contraster par rapport à ça que tu as dit aussi, qu'il y a plusieurs, par rapport des enfants qui voyagent beaucoup, parce que ses parents, ça dépend aussi de la profession des parents. Et c'est un peu difficile pour avoir une identité. C'est pour ça, pour l'instant là, mes enfants qui sont de 3-5 ans, que si je voudrais aménager, c'est-à-dire changer de pays, entre guillemets, c'est le moment. Parce qu'ils sont des copains, mais ils sont des enfants, ils pouvaient avoir notre. Parce que je sais que plus tout reste dans le lieu, plus ils vont avoir ses identités, plus ils vont avoir de ses copains, de ses amis, son entourage, eux, sa coutume. Mais quand tout change, ça peut basculer un peu. Parce qu'il doit recommencer tout à nouveau. Même toi, parfois, si c'est un peu difficile, mais toi, adulte, que tu vas comprendre le changement. Mais pour les enfants, ça peut devenir un peu difficile à gérer ça. Mais c'est vrai que il faut toujours garder l'identité, n'importe où tu sois, et de dire oui, on est ici dans l'instant, dans les moments, mais il faut que tu saches que tu es, par exemple, nous, mes enfants, comme ils sont nés à Barcelone, ici on l'a inscrit dans l'école catalane. Parce qu'on voudrait qu'ils gardent le catalan. Si quelqu'un le demande, il dit oui, je suis ici en France depuis petit, mais je suis de la Barcelone, je parle catalan. Mais aussi, je parlais français parce que j'habite en France. Mais mes parents, ils sont d'origine hispanophone, donc espagnol, pardon, et on parle aussi l'espagnol. Parce qu'on dit toujours, à la maison, on doit parler l'espagnol. Hors question par rapport à ça, parce que notre famille sont espagnols, pas tout le monde va comprendre le français et le catalan. Donc, ça, c'est ça aussi qu'il faut remarquer ça les enfants par rapport à l'origine d'eux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui viennent du Maghreb, soit du Maroc, soit de la Tunisie, ou soit en africain, ou pas importe, soit latin, ou soit tutsi, ou pas importe, mais c'est toujours de garder, remarquer une identité de l'enfant pour qu'ils sachent qui ils sont et pour éviter après dans l'avenir ces problèmes de je suis où, qui je suis, je viens d'où, qu'est-ce que j'ai fait ici, et tout ça. Ça peut lui éviter ça. Oui, c'est vrai, bon, on pourrait parler pendant des heures, hein, mais c'est vrai que je pense que quand on est enfant et qu'on est, c'est pas négatif parce que c'est quand même des voyages et tout, ça enrichit, mais qu'on voyage, qu'on change de pays à un autre, qu'on est enfin, on grandit de façon multiculturelle, je pense que c'est enrichissant, mais en même temps, pour l'enfant, c'est difficile de s'approprier sa culture à lui, enfin, parce que je pense que quand on est enfant, on a besoin de savoir d'où on vient et se dire je viens de là et quand on est mélangé comme ça, c'est dur aussi, on se confond. Donc je pense que ça affecte aussi. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a affecté parce que je savais que mon père était mexicain. J'ai grandi, enfin, je suis née au Mexique, mais j'ai déménagé en France petite. Donc je pense que peut-être ça a affecté le fait que de grande, je me disais, mais non, mais je me sens pas ici. Même si je suis française et je connais tout de la France parce que j'ai grandi ici, je devais connaître le Mexique et après je me suis dit qu'au Mexique non plus en fait je cherchais forcément un endroit qui me représentait et je me suis rendu compte que il y en avait pas parce que moi-même j'avais été depuis très jeune entre la France et le Mexique donc au final les deux pays me représentent, c'est ma moitié. Quand je suis au Mexique, en fait, des fois je me dis où est-ce que je vais finir ma vie parce qu'à un moment donné on va être vieux, on pourra plus voyager autant et je me dirais mais je serai jamais à 100% satisfaite parce que si je suis au Mexique, la France va me manquer. Et si je suis en France, le Mexique va me manquer parce que c'est vraiment mes deux pays.
Donc, je pense que en étant enfant, de vivre ça, c'est plus difficile. Là, on est adulte, on comprend, mais en étant enfant, c'est dur aussi de se retrouver et de grandir avec des bases solides d'identité, parce que ça parle de l'identité aussi. Donc, je comprends aussi la problématique, même si en même temps, pour d'autres enfants qui ont voyagé nulle part, parce que moi, par exemple, quand je vivais à Dijon, je me souvenais qu'il y avait des filles qui me disaient, mais je suis jamais allée à Paris. Et moi, je disais, mais c'est bizarre que tu sois jamais allée à Paris, non? Pourtant, parce que moi, ma grand-mère vivait à Paris. Moi, j'avais voyagé toute ma vie pour rentrer du Mexique. J'avais pris un avion qui m'avait emmené à Paris. Donc, pour moi, c'était un truc normal. Et il y avait des enfants de mon école primaire qui n'étaient jamais allés à Paris depuis Dijon. Et pour moi, c'était quelque chose de surprenant. Parce que moi, j'étais déjà partie au Mexique, j'avais voyagé et tout. Donc, je pense qu'il y a des enfants qui se diraient, ouais, c'est trop bien de voyager. Moi, j'aimerais trop. Et en même temps, ceux qui voyagent trop disent non, j'aimerais un peu plus de stabilité. Donc, en fait, je pense que l'être humain n'est jamais vraiment content avec ce qu'il a. Non, mais il faut toujours voir le côté positif. Mais c'est juste qu'il faut avoir l'équilibre. Oui, l'équilibre. Et surtout voir le côté positif et se dire, bah, c'est ma vie, je suis comme ça. Et voilà, peut-être que si j'avais été que française, j'aurais pas été heureuse. Enfin, je sais pas. Pas refaire l'histoire, mais sinon l'accepter et essayer de dessiner la fin de façon à être plus heureux. Oui, tout à fait. Là, on part vraiment dans une philosophie. Mais voilà. C'est vrai, c'est la vraie vie. Oui. Donc, c'est ça. En conclusion, être maman à l'étranger, c'est souvent un mélange de force et de solitude. Quand on vient d'un pays comme la République dominicaine, où la famille et la communauté sont très présentes, le contraste avec la vie en France peut être fort. Ici, la vie est plus individuelle, chacun avance avec son propre rythme et il est parfois plus difficile de trouver ce soutien spontané du quotidien. Pour une mère, cela peut rendre la maternité plus lourde, surtout loin de sa famille. Mais c'est aussi une expérience qui apprend à s'adapter, à se reconstruire et à créer sa propre famille autour de soi. Être maman entre deux cultures, c'est difficile mais profondément enrichissant. Merci beaucoup Flore pour ce témoignage bouleversant. Bon, merci à vous de m'avoir invité. J'espère après, dans l'avenir, pouvoir retourner ici avec d'autres sujets. Et pas que des mamans à l'étranger, sinon savoir comment ça se développe aussi avec les enfants ici à l'école. Je ne sais pas si vous allez continuer dans les années, mais j'aimerais savoir la différence quand mes enfants rentrent dans une école française, vraiment, et pas les catalans, pour savoir comment ça se passe et pour voir. C'est enrichissant aussi. Bah, on verra ça pour un autre épisode. Oui, ça sera bien de pouvoir faire la comparaison. Oui, c'est intéressant. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps, pour votre générosité de nous partager votre expérience. Et n'hésitez pas à tous ceux qui nous ont entendus de commenter, de mettre un like et de partager cette vidéo à d'autres mamans qui pourraient s'identifier, parce que l'objectif de ce podcast, La Voix des parents, c'est justement de donner la parole aux parents et de pouvoir créer un espace d'échange et d'enrichissement personnel. Donc, merci beaucoup Flore et merci à tous ceux qui nous entendent. Merci. Au revoir. Au revoir.